Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant. Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience. Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre. Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation. Et moi, Nicolas, consultant en management. Et ensemble, nous avons cofondé Créacilla. Bonjour Kwan. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, qui a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir invité. Alors d'habitude, on est avec Bouchra. Malheureusement, elle ne sera pas avec moi aujourd'hui parce qu'elle a une petite extinction de voix. Donc, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Pour commencer, tout simplement, je te propose de te présenter et de présenter ton activité. Alors, donc moi, c'est Kwang Nguyen, ou Kwan aussi. Je suis architecte sur le bassin d'Arcachon à mon compte et je travaille principalement pour des particuliers et sur la thématique de l'habitat, du logement. Et aujourd'hui, en fait, en ce moment, je suis en train de pivoter en fait ma pratique sur travailler aussi avec des professionnels sur d'autres types de projets. Voilà. Pareil sur le bassin, des projets type des restaurants, d'aménagement de bureaux. Est-ce que tu peux expliciter les types de prestations que tu proposes aux particuliers? Alors, que ce soit particulier ou pro, en fait, c'est de l'accompagnement. Enfin, un architecte, en fait, on va accompagner quelqu'un sur son projet. Donc, c'est de la prestation de service, en fait, concrètement. Et les accompagner depuis la conception jusqu'à chercher des entreprises et suivre leur projet. Enfin, suivre le chantier jusqu'à la livraison. Et c'est vraiment autour de avoir la vision globale, la gestion du projet en fait, pour leur permettre de vivre un chantier le plus sereinement possible et leur apporter mon expertise et mon œil d'archi quand même sur leur projet. Et voilà. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu aies vécue en tant qu'entrepreneur et comment tu as réussi à la surmonter? Alors, des difficultés. Alors, je sais plus si je l'ai dit, mais je suis à mon compte depuis 2016. En fait, j'ai fait les choses petit à petit parce qu'en fait, quand je suis arrivée sur le bassin, je connaissais personne. C'est vrai que, en fait, que ce soit sur le bassin ou n'importe où, hein, le réseau, ça compte beaucoup pour se monter. Et aussi, surtout, les archis, nous, on n'est pas formés à être entrepreneurs, à être chef d'entreprise, à avoir cette vision à long terme, en fait, en termes de business, en fait. Et de dire, bah voilà, le business, c'est pas un gros mot. Faire de l'argent, c'est pas un gros mot. Et au contraire, en fait, une bonne gestion d'entreprise, ça permet de bien suivre les projets, donc les clients que tu as. Donc, je ressens pas les choses comme des difficultés, mais plus des épiphanies en fait le long de mon parcours, à des moments où, par exemple, j'avais besoin de me recentrer sur mon projet d'agence pour aller plus loin. Et là, je me suis dit, bon, ok, quoi, t'es toute seule. Et même si j'ai en fait, deux difficultés et des choses qui n'étaient pas trop qui se sont pas fait dans le bon sens, en fait, dans le sens où quand j'ai commencé à avoir beaucoup de boulot, j'ai délégué, sauf qu'en fait, déléguer sans savoir quoi déléguer ou avoir vraiment une vision euh, euh, claire de où on veut mener son entreprise, forcément ça marche et puis au bout d'un moment ça marche plus trop. Et ensuite, la deuxième difficulté, la deuxième épiphanie, c'était vraiment de se dire, en fait, t'es chef d'entreprise, donc qu'est-ce que tu fais, Kwan, chef d'entreprise, pour driver piloter ton entreprise. Parce qu'en fait, à un moment donné, donc trop de boulot, parce qu'aussi j'ai fait le choix d'avoir un équilibre vie de famille,
vie de femme, vie amicale et vie professionnelle où je puisse trouver mon équilibre et pas bosser les 70 heures ou 80 heures ou 7 jours sur 7 qu'on entend souvent quand on commence à son compte tout seul. J'ai décidé de pas le faire, donc déléguer. Et à un moment donné, j'avais jusqu'à 2 personnes et demie. J'ai pris une personne en salariat et en fait, bon, ça s'est pas très bien tombé aussi parce qu'on a commencé pendant Covid et au final, on a dû arrêter. Et, là, je me suis dit aussi, bon ben, où est le problème, d'où il vient? Et en y réfléchissant, en prenant un peu de recul, je me suis dit, bon, en fait, c'est que ce que je lui demandais, c'était sûrement pas assez clair parce que mes propres objectifs étaient pas clairs, en fait. Ce qui fait que les choses prenaient plus de temps que prévu. Et bah, finalement, la trésorerie aussi, elle a baissé, donc j'ai dû dire stop. Ce qui fait que, entre-temps, j'ai commencé à m'impliquer dans des réseaux de femmes entrepreneurs, d'architectes aussi, qui sont vraiment dans ma branche, enfin, c'est-à-dire les architectes et les particuliers, parce que c'est vraiment un cas spécifique en fait de traiter ce type de projet-là. Et moi, en fait, avant, en agence, j'étais plutôt à traiter des projets des grands ERP, du type des écoles, des salles de spectacle, du logement collectif. Donc, ça n'a rien à voir de travailler avec des particuliers. Très, très intense, c'est ce que je voulais faire, hein, mais c'est vrai que au bout de 7 ans, on arrive là-dedans et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, aussi, enfin, trouver ce groupe-là, ce collectif-là d'architectes. Et en fait, le fait de bah, d'investir dans cette partie marketing et communication et entrepreneuriat, ça m'a vraiment donné des clés sur la façon de mieux gérer le futur et ça fait et bah, j'en suis très contente. Voilà. D'accord. Bon, alors tu nous as dit beaucoup de choses. Oui. Je suis bavarde aussi, il faut que tu le saches. Je vais revenir un petit peu pour voir si j'ai bien compris ce que tu disais. Donc, euh, tu n'as pas vécu de grosses difficultés en soi. Par contre, tu as eu plusieurs jalons dans ton parcours où tu t'es rendu compte de certaines faiblesses et qu'il fallait voir comment les développer. Donc, d'abord, un sujet sur la délégation. Et Oui. la délégation t'a permis de te rendre compte que tu n'avais pas forcément une vision du business et qu'il fallait du coup travailler sur ce sujet-là. Et une partie sur tout simplement le fait d'être chef d'entreprise. Quel est le problème du coup avec les salariés? C'est le fait qu'ils n'étaient pas aussi productifs que tu attendais. Quel était le problème avec les salariés? Oui, mais quand je réfléchis et que je regarde en arrière, c'est concrètement, c'est aussi parce que les objectifs n'étaient pas clairs, parce qu'ils n'étaient pas clairs pour moi-même, et que la délégation, ça s'apprend en fait, parce que la personne, elle n'est pas dans ta tête et elle peut pas deviner ce que tu souhaites ou parce qu'aussi la personne, elle est dans ton équipe en fait, et si tu veux, j'ai jamais eu ce rôle dans les autres agences où j'ai travaillé avant, devoir, enfin d'être au-dessus de quelqu'un en fait, de devoir driver d'autres personnes. Enfin, les autres qui étaient dans mon équipe, en fait, quand on travaillait sur le même projet, on était tous au même niveau et puis on se, puis après il y avait, bah, alors forcément il y avait le chef d'agence, mais on était à plusieurs et on s'entraidait en fait. Tandis que là, délégué, c'est que ce soit un salarié ou un indépendant en fait. Euh, ou un co-traitant, ça s'apprend, ça s'apprend. Le fait des difficultés, si forcément c'est des difficultés quand bah, la trésorerie baisse et on doit se séparer de quelqu'un alors qu'on avait écrit une, une bonne, euh, une bonne cohésion et que on se voyait aller plus loin. Et donc ça, oui, c'est une difficulté, mais j'essaie toujours de voir les choses de façon optimiste et je me dis bon,
En fait, c'est forcément, on va tomber, enfin, un entrepreneur, ça va tomber, puis on doit se relever. Et se relever comment, faire mieux après, voilà. Là, tu touches du doigt quelque chose, c'est que déjà d'une part, dans les études, pour des métiers d'expertise, comme l'architecture ou n'importe quel expert, un docteur par exemple, Ouais. en médecine, on n'apprend pas le management. Alors que on est mis dans une position très rapidement de devoir manager. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un premier sujet, c'est que du coup, tu, euh, tu te rends compte sur le tard que finalement, il va falloir soit l'apprendre, soit, si c'est pas de l'apprendre, le pratiquer jusqu'à ce que ça marche. Et dans le management, il n'y a pas que l'aspect relationnel humain, il y a aussi tout un aspect de gestion, de réflexion sur les objectifs, sur plein de choses. Mm. Euh, Tu parles de concrètement la difficulté, l'impact de la difficulté pour toi, ça a été la trésorerie Trésorerie et humain quand même. et le côté humain. Devoir se séparer, voilà. Mais si on regarde que le côté robotique, boulot, machin, oui, la trésorerie, elle a baissé. Enfin, c'est surtout que euh, j'observais ma trésorerie, ça allait, puis à un moment donné, je me dis, ah non, là, ça va plus. Et c'était trop tard, en fait, pour remettre du, du beurre dans les épinards, c'est comme ça qu'on dit, j'aime les expressions. Mais pour dire, pour renflouer les caisses, en fait, donc c'est pour ça que la séparation, elle a été inévitable. Mais, euh, mais ça n'empêche pas que j'aimerais recommencer ce- enfin, d'avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. En fait, ce qui est difficile pour un archi peut-être, parce qu'on a des temporalités de projet assez longues, et c'est de faire rentrer de la régulièrement en fait. Donc d'avoir une espèce de planification sur l'année, voire sur 2 ans, voire 3 ans, et de se dire bon ben il y a des projets longs et il faut aussi rentrer des projets un peu plus enfin, courts, qui demandent moins d'implication en termes de temps pour pouvoir aller vers cet objectif, vers cette vision enfin, moi, dans l'occurrence, c'est d'être plusieurs, quoi. Parce que toute seule, je D'accord. trouve pas ça intéressant, en fait. En fait, le business model, c'est que tu es rémunéré à la fin d'un projet, c'est ça? Bah, en fait, comme je te dis, donc il y a des projets qui vont durer longtemps. Donc dans ce cas, tu te fais payer au fur et à mesure. Et, et après, il y a des rendez-vous, par exemple, qui vont durer juste 2 heures. Donc là, c'est vraiment, tu te fais payer comme une consultation. En fait, tu te fais payer pour ce moment-là. Mais non, mais sinon, on est quand même payé sur à l'avancement. Mais des fois, en fait, une phase, ça peut durer 2, 3 mois. Donc en fait, tu te fais payer effectivement que au bout des 2, 3 mois. Une grosse somme. Il y a des jalons et Et plus donc, le projet est gros, j'imagine que pour les ERP, c'est des longueurs qui sont encore plus grandes, potentiellement, selon la taille de l'établissement, évidemment. oui, Et donc potentiellement, les factures s'espacent de plus en plus selon la taille. la taille et la temporalité, parce que des fois, il y a des moments où en fait, on va pas travailler sur le projet parce que il y a d'autres commissions ou d'autres personnes qui sont liées au projet et qui sont eux-mêmes en train de travailler. Par exemple, quand tu déposes un permis de construire, tu as le service urbanisme qui fait l'instruction, ça dure 2 mois, enfin pendant ces 2 mois, donc tu travailles moins, ou alors tu fais en sorte que le projet a d'autres phases qui avancent, mais bon, des fois c'est pas toi qui décide forcément, enfin toi en tant qu'archi qui décide forcément du planning, parce que même admettons un client qui veut faire un projet, qui dit ok on commence, finalement en termes de trésorerie il doit faire une pause, ben on va s'arrêter aussi. C'est intéressant tout ça, et donc je comprends effectivement le côté avoir besoin potentiellement d'une taille critique pour pouvoir avoir ces rentrées d'argent régulières. C'est-à-dire que toi, toute seule, tu peux pas forcément réussir à mixer tous ces projets de tailles différentes en parallèle. Et du coup, les difficultés liées au fait d'être plusieurs et de plus être juste tout seul à son compte.
qui C'est ça. rentrent en jeu et donc qu'il faut dépasser. Mais ce qui est important surtout au-delà de la délégation, c'est vraiment revenir à la base. C'est ce que je fais là depuis quelques mois, de revenir vraiment à la base à l'essence de ton entreprise en fait, pour pouvoir avoir des directions claires. Ça, c'est super important. Et je vois des archis parce que bah, voilà, j'en côtoie d'autres et, et souvent, il y en a qui ont pas cette notion d'entrepreneuriat ou on l'a, enfin parce que en fait, rentrer en archi, c'est assez simple. Effectivement, tu prends un ordi, t'as ton premier client, tu te dis c'est bon, c'est parti et tu peux vite te faire entraîner dans là-dedans et sans réfléchir forcément à où tu veux mener ton entreprise. Et c'est là où j'ai coincé et je me suis dit bon, bah, faut que je revienne un peu en arrière pour revoir de façon plus globale en fait. Autrement dit, pour dépasser cette difficulté, tu as accepté Mm. finalement de prendre du temps, de peut-être même prendre moins de clients pendant un certain temps, pour pouvoir prendre le C'est temps ça, pour toi, pour te poser sur ton entreprise, ta vision, tes objectifs. c'est ça. Et ouais, et c'est pas facile parce que du boulot, il y en a. Et en fait, faut se dire, bon, ben, si tu veux aller là-bas, faut faire une pause un peu et pour mieux avancer, quoi. Et je pense que du coup, ta réponse va être peut-être liée à tout ça, mais est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre? Ah bah, c'est de dire non à certains projets. Qu'est-ce qui était difficile là-dedans? Bah, parce qu'on est dans enfin, moi, je considère qu'on est dans un boulot de service en fait où on aide les gens quand même, quels qu'ils soient, on les aide à amener leur projet à bien. Et des fois, on peut pas, enfin quand je dois leur dire non ou que je suis pas disponible tout de suite, ça me fend toujours le cœur parce que je me dis mince, ils ont besoin d'aide, enfin d'être accompagnés quoi, et je suis pas là. Donc en fait, après, maintenant je relativise en me disant bon bah moi, je peux pas vous aider aujourd'hui, mais je connais plusieurs archis. Voilà, je peux vous envoyer vers un tel, une telle, pour résoudre votre problème et vous accompagner quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que le réseau, en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et se dire que même si on est seul, on n'est jamais tout seul si on a tout ce monde-là autour de nous, quoi. Oui, du coup, tu dis que tu as, tu t'es servi finalement de ton réseau parce que tu te sentais, bah, t'as eu un moment où tu te sentais seul, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Est-ce que tu peux développer? Pour se sentir moins seul, parce qu'en fait, le travail d'archi, le côté être tout seul, moi, ça me convient pas parce qu'en fait, on a besoin d'échanger pour faire grandir le projet et pour parler de difficultés ou de points qui nous font buter un peu. Et en fait, sur le bassin d'Arcachon, on est beaucoup à être des archis. Et en fait, j'avais monté un apéro archi. On s'est retrouvés à 10, c'était super. Et on a dit on refait, et c'était juste avant Covid. Bon, bah, Covid est passé, donc ça s'est un peu essoufflé. Et entre-temps, pendant Covid, toute cette session-là, je me suis justement rapprochée de cette association qui s'appelle Architectes et Particuliers, qui regroupe plein d'architectes en France, basés surtout à Paris. Mais en fait, le fait de se retrouver à plusieurs, une fois par mois pendant 4 heures, ça permet en fait de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est face aux mêmes difficultés et qu'il y a des réponses et qu'on s'entraide. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta Ouais. question en Oui, fait. oui, mais c'est hyper bizarre parce que c'est aussi tes concurrents, non? Moi, je les vois pas forcément comme des concurrents parce qu'en fait, déjà enfin chacun on a notre façon de travailler. Il y a beaucoup de sujets à travailler. Que ce soit, enfin voilà, il y a des gens qui vont aimer travailler sur de la maison individuelle, d'autres sur des restaurants, d'autres sur des hôtels, d'autres qui veulent travailler que avec euh, des clients publics et pas privés, vice-versa. Moi, les concurrents, je les vois plus dans les gens qui vont faire de l'architecture, mais qui n'ont pas forcément les compétences
mais qui se vendent comme ayant les compétences en fait l'architecture et de la maîtrise d'œuvre en fait. Donc c'est plus ça ma concurrence. Ou tu vois les sites internet qui te font des PC à 700 euros. Ça c'est de la concurrence pour nous parce qu'en fait nous les archis on se fait pas se vendre concrètement. Moi, quand je continue à parler aux gens, qu'est-ce qu'un archi pour toi, pour vous, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, il y en a beaucoup qui disent ah ben je savais pas que tu fais du chantier ou archi d'intérieur ou archi d'extérieur, ce qui est très lié en fait quand tu travailles sur du logement et surtout du logement individuel en fait. Mais euh, mais non, les autres archis c'est pas de la concurrence en soi parce que en plus une maîtrise d'ouvrage, un client, il va pouvoir bien s'entendre avec l'un et pas l'autre en fait. Donc il n'y a pas de. Enfin moi en tout cas je la vois pas comme ça, pas comme de la concurrence. Parce qu'en plus on peut s'envoyer des projets euh, entre nous aussi. Oui, oui, je vois très bien. Mm. Ouais, on a un petit peu ça aussi avec le coaching, c'est-à-dire que quand on coach quelqu'un, c'est aussi un lien humain, et donc forcément, Mm. il faut que ça accroche Ouais, avec le client, et si ça n'accroche pas, bah, il faut être capable de dire, bah, je connais d'autres coachs qui iront peut-être mieux avec toi, il n'y a pas de c'est problème. ça. Et en fait, d'un côté, je pense que c'est aussi dans l'imaginaire des gens, et dans le mien, Mm. architecte, il y a un côté technique Oui. qui est très, comment dire, où là j'associerais presque aux médecins, c'est-à-dire qu'effectivement les médecins ne sont pas concurrents entre eux. Il y a un Mm. besoin qui est très large, le but c'est d'appliquer des formules entre guillemets, des normes, etc. Potentiellement il peut ne pas y avoir beaucoup de créativité là-dedans. Mais il y a un autre côté justement qui est plus artistique et créatif, et j'imagine qu'il y a même des architectes qui se spécialisent là-dedans. Et là, je me dis que Mhm. potentiellement, il peut y avoir plus de concurrence parce que sur des grands projets de construire, je sais pas moi, la future grande tour de Toulouse, par exemple, bah, Mhm. peut-être que là, il y a de la concurrence entre différents architectes renommés qui doivent se dire, je veux gagner absolument pour mettre mon nom Mhm. euh, dans l'histoire, quoi. Bah après c'est pas le fameux ego de l'archi, je pense que il, il commence à être assez dépassé. Enfin, de notre côté, tu vois, on le sent. Après, pas encore sur les gens. Les gens, peut-être qu'ils le ressentent pas encore. Mais après, bien sûr que, par exemple, un client qui vient me voir, il va voir, enfin, un prospect va venir me voir, il va consulter d'autres architectes. Et ça, oui, c'est de la concurrence. Mais en fait, c'est de la concurrence qui est saine parce que, encore une fois, enfin, chaque personne, chaque archi va travailler à sa manière. Comme tu dis, il y a le feeling aussi qui passe, parce que enfin, là encore sur de l'habitat, on touche quand même un côté assez euh, l'intimité, on touche l'intimité des gens. Donc il faut être en confiance avec la personne avec qui tu vas travailler. Ils aient l'impression d'être écoutés, entendus par rapport à leurs besoins, que voilà, et aussi qu'ils aiment un petit peu aussi ce que tu as l'habitude de faire. Oui, alors pas forcément parce que ce qu'ils aiment, enfin oui, on a des tendances, on a des sensibilités. Moi, elle est plus liée au fait de d'essayer de respecter notre environnement, s'intégrer au contexte, travailler avec ce qui existe déjà, parce que bah, sur Bassin, effectivement, il y a beaucoup de réhabilitation et tout. Et puis, bon, bah, la touche écologique, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de mettre ça en avant sans faire, sans, enfin, comment dire, sans faire de greenwashing en fait, parce que c'est pas facile à mettre en œuvre en fait le fait de d'être éco-responsable dans une construction ou une réhabilitation, mais c'est quand même un sujet qui me touche et que j'essaie d'insuffler quand je discute avec les gens en fait aussi par rapport à leur projet. Après à la fin, bah, ils vont faire ce qu'ils ont, enfin ce qu'ils ont envie de faire. Moi, c'est rare que je dise non, je vais absolument pas faire votre projet parce que ce que vous dites c'est incohérent.
Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Après, des fois, je suis pas tout à fait d'accord avec la solution qu'ils ont choisie, mais au final, c'est eux qui vivent dans leur maison et c'est eux qui savent comment ils doivent vivre, quoi. Peut-être qu'un jour ils le regretteront, mais en tout cas, c'est leur choix. Peut-être, peut-être. Ouais. Ok, tu parlais tout à l'heure d'un autre type de concurrence. Est-ce que tu peux redévelopper, s'il te plaît? En fait, tout simplement, c'est, si tu veux, aujourd'hui, dans le cadre où moi je travaille, un architecte d'intérieur, voire même un décorateur, pour les gens, c'est la même chose en fait. Parce que on va travailler leur intérieur, leur habitat, la réhabilitation. Et en fait, le problème de l'architecte d'intérieur, c'est que son statut à lui, il n'est pas protégé. Donc en fait, n'importe qui peut se dire architecte d'intérieur, alors qu'il y a vraiment des formations qui peuvent être poussées en architecte. Un architecte d'intérieur, il fait des études de 5 ans, ils ont une fédération, enfin voilà, c'est quand même, il y a quand même un cadre. Mais comme c'est pas protégé, ben, n'importe qui, comme le maître d'œuvre, c'est pas protégé. N'importe qui peut dire, bah, du jour au lendemain, toi, tu peux dire, je suis maître d'œuvre. C'est comme le coach. Le coach aujourd'hui, c'est pas protégé, donc Voilà, n'importe qui peut dire du jour au c'est lendemain, ça. je suis coach. Et Voilà, ça, voilà. effectivement, c'est un problème. Et architecte, en fait, architecte d'intérieur, il suffit de mettre n'importe quoi derrière le mot architecte finalement pour que ça devienne pas protégé et qu'on puisse se nommer architecte d'une certaine manière. Et donc Oui, dans la tête des gens, oui, oui, c'est ça. ça crée une confusion. Mais alors, c'est peut-être ça, au final, la plus grosse difficulté que j'ai. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, pas que j'occulte, mais on vit tellement avec tous en Karchi. Mais la plus grande difficulté, c'est la méconnaissance des gens, de notre métier et de ce qu'on peut apporter et la plus-value de cette expertise, quoi, en fait. Mais oui, en fait, je dirais ça plutôt. Qu'est-ce que tu ferais justement pour résoudre cette problématique? Justement, moi, le fait de me mettre à mon compte, c'était aussi, et pour travailler avec les particuliers, c'était aussi ce besoin et cette posture de rendre l'architecte plus active et pour que, ouais, en fait, ça partait un peu de là aussi, mon envie de me mettre à mon compte pour les particuliers. Et, et bah merci Nicolas de me l'avoir rappelé. Mais c'est aussi autour de la communication, tu vois, d'expliquer un peu ben, comment ça fonctionne. Tu veux évangéliser un petit peu ce métier, l'expliquer, le Ah non, non, sensibiliser le pas du tout. public? Enfin, non, justement, le rendre plus terre à terre, quoi. Enfin, tu vois, expliquer aux gens, bah, t'appelles un plombier pour faire, bah, refaire ta salle de bain ou est-ce que tu as un problème de plomberie, bah, tu t'appelles un plombier. Et bah là, tu veux faire une extension ou tu veux changer de maison, tu veux construire une maison ou ton appartement, tu as besoin de pousser les murs ou de changer la configuration parce que ça convient plus à ton mode de vie actuel, bah, tu penses à un architecte. Parce que beaucoup de gens pensent aux entreprises en fait, parce qu'en fait ils pensent travaux et ils ont oublié que avant les travaux, il y a toute une partie de conception et de préparation du chantier. Voilà. Et ça, c'est un temps de travail qui peut être aussi long que le temps de chantier. En fait. D'accord, d'accord, d'accord. Bah oui, oui. Et du coup, j'imagine que tu penses que tu communiques sur les réseaux sociaux, c'est ça? J'essaye. Voilà, j'essaye. Après, c'est un métier, hein, ça prend du temps. Effectivement, j'essaye. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le fait d'expliquer les différents termes, la maîtrise d'ouvrage, maîtrise C'est d'œuvre, ça. etc. C'est des choses qui peuvent être représentées. Bah, l'écosystème, en fait, parce que c'est pas juste les travaux, les entreprises vont faire les travaux. Il y a tout, plein de choses qui se passent avant, quoi, en fait. Et pourquoi finalement l'architecte doit être quasiment une ressource indispensable dans un projet et pas la personne qu'on prend en dernier parce que c'est obligatoire. Mais parce qu'on a une vision globale, en fait. Vraiment une vision globale du projet, de la réalisation et au-delà de cette créativité dont on parlait au début, mais c'est vraiment cette vue globale. On va penser euh,
bah là, ce mur-là, il monte. Bah, qu'est-ce qui se passe autour? Pourquoi il est là et qu'est-ce qui est caché dedans, en fait, par exemple, tu vois? C'est ce qu'on appelle la vision systémique dans nos milieux. D'accord. Bon, et du coup, quel est le secret de ta résilience? L'optimisme et la foi en mon projet, ma vision. C'est ça qui, Voilà. tous les matins, te fait te lever. Alors pas tout le matin, hein, parce que c'est pas facile tous les matins, hein, on va pas dire que c'est facile tous les matins, mais ce que je vis aujourd'hui et ce que je construis, ça me parle. Euh, voilà. Donc et ça me voilà. Mais c'est sûr, c'est pas facile tous les jours, hein, mais et puis on rencontre des gens extraordinaires comme vous pendant le parcours et on fait des échanges qui nous apportent en fait toujours en fait, qui nous met en perspective. Enfin, moi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est de voir d'autres métiers qui tapent aussi dans ton propre métier. Ça marche. Bon, alors quelques questions rapides, hein, du tac au tac pour terminer. Je sais pas si Bouchra te les a transférées, mais en tout cas, Non, ah bah voilà, bah, c'est des questions surprises. Le but, c'est que tu répondes du tac au tac, donc n'hésite pas. Et puis, donne des explications si jamais c'est intéressant. Donc, première question, est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? recrutement parce que je pense qu'on une équipe qui peut aller loin, on a besoin de travailler ensemble, euh, peut-être quotidiennement. Prestataire externe, ce serait peut-être plus sur des besoins qui sont ponctuels, qui sont sur la durée, mais peut-être ponctuels. Et après, je rajouterais en fait de la euh, co-traitance en fait avec d'autres d'autres compétences. Le partenariat. Mais avec quand même une personne, je pense, qui soit un peu référente par rapport au client pour permettre cette fluidité, ce fil rouge, cette cohérence en fait. Globale. Formation ou auto-formation? Formation parce que si enfin je cherche une compétence supplémentaire, bah, que la personne me l'a enfin que ce soit apporté par une personne extérieure, ce sera plus efficient, par exemple, que de l'auto-formation où je peux m'empêtrer longtemps ou ne pas la faire aussi. Et puis en sachant qu'en plus en tant qu'archi, on a une obligation de formation annuelle en fait de toute façon. Et puis je pense qu'on apprend tout le temps. Donc auto-formation de toute façon ça c'est toute ta vie. Puis effectivement certaines fois je fais des auto-formations sur certains sujets. Mais formation, enfin moi j'aime bien avoir le retour d'expert quoi. Du coup, est-ce que tu es plus réseau d'entrepreneurs strict, c'est-à-dire qui met en place des process, des règles, etc. Ou est-ce que tu es plus ce réseau d'entrepreneurs cool? Plus à la cool sans règle. Enfin sans règle. Sans obligation, plutôt en fait, les uns envers les autres, tu vois. Tu n'aimes pas qu'on te dise il faut absolument recommander 2 personnes par mois, etc., etc. Exactement, c'est exactement ça. Parce que ça vient naturellement en fait dans un réseau. Enfin, le réseau en fait à la fin c'est d'apprendre à se connaître et de pouvoir se recommander à la fin. On est d'accord, mais ou pas parce qu'en fait bon, ça apporte aussi euh, des choses qui vont faire grandir notre entreprise, hein. Pas forcément en étant de l'argent et je crois. Alors, le téléphone et l'email, c'est ami ou ennemi? C'est mes copains quand je choisis que c'est mes copains. Et quand c'est pas mes copains, je les mets de côté et je les éteins. Voilà. Alors, t'es plus journée type ou chaos organisé? La journée type en fait. Parce que je me rends compte qu'avec l'organisation, je suis beaucoup plus productive et plus sereine aussi que de faire les choses comme ça me vient à comment dire, à l'urgence. Alors qu'en fait, si les choses sont bien organisées, bah en fait, c'est mieux.
c'est plus efficient. Et quand je reviens vers mes mauvaises études, je me rends compte que justement, c'est là où ça capote un petit peu en fin de journée et que je dis, ah, j'ai pas tout fait, alors que si j'avais bien calé, avec des mini-objectifs dans la journée, dans la semaine, dans le mois, bah c'est moins stressant et on va là où on veut aller, quoi. Et du coup, est-ce que tu as une routine que tu peux nous décrire? Alors, toutes les semaines, en début de semaine, le lundi matin, je remets en place tout mon bureau. Parce que des fois, ça m'arrive le vendredi, même si c'est rangé, mais bon, je laisse. Parce que le temps que je remette en place le bureau, je remets mes idées en place aussi. Et surtout, je prends le temps de caler toute ma semaine, en fait. Toute la semaine, les rendez-vous et les priorités, le projet, tout ça. Sachant que dans le mois, je sais qu'il y a telle ou telle chose à faire dans le mois, mais lundi matin, je me cale la semaine et je mets même des heures, enfin des temps à passer sur telle ou telle tâche en fait. D'accord. Tu essayes de t'y tenir, j'imagine. J'essaye de m'y tenir. Et en fait, quand je le fais pas, en me disant c'est bon, je sais ce que je dois faire, bah, c'est là où ça dérape un peu. Après, ça veut pas dire que ça va pas. Enfin, c'est pas parce que c'est tout écrit que ça va forcément se passer comme ça. Mais au moins, il y a ce vecteur qui est beaucoup plus, euh, bah, plus simple à suivre, quoi. Est-ce que tu es plus lecture, vidéo ou podcast? Podcast, Sport ou art? c'est-à-dire art. Faire ou regarder? Comme tu veux. Bah, j'irais plus pro-culture dans ce cas. Plutôt faire, parce que le sport, je te parle de faire du sport et pas de regarder du sport. Donc l'art, c'est Oui, aussi... oui, non, mais j'imagine, mais dans l'art, tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est dans le sens où être plus contemplatif ou être plus dans l'action, enfin, dans les activités à côté. Mais je serais plus. Alors, actuellement, je fais plus de sport que de la contemplation, mais j'aimerais bien remettre un peu de culture dans, mon- dans ma vie. Ton entourage, donc notamment tes amis, est-ce qu'ils ont changé depuis que tu es entrepreneur? Non, non, non. Et enfin, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui débute? S'entourer tout de suite d'autres entrepreneurs et ne pas hésiter à investir dans la formation pour être entrepreneur, en fait. Voilà. Parce que je pense que si j'avais eu ça dès le début, ben, alors je sais pas si je pense que j'aurais gagné du temps. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Comme tu dis, c'est un investissement, donc il faut penser aussi à investir. Mais Ah ouais, effectivement, concrètement, derrière, c'est un vrai apport. bah c'est un vrai impact. Mais parce que c'est avec le recul, hein, parce qu'il y en a bah, avec Bouchra, on s'est rencontrés lors d'une formation qui a un coût de 1 000 euros, je crois, qui en soi paraît beaucoup. En fait, par rapport à ce qu'elle a pu nous apporter, c'était très bien. Et aussi, par exemple, le réseau, le cercle de femmes entrepreneurs dans lequel je suis, euh, enfin, franchement, il coûte, je crois, 500 ou 600 euros à l'année, ce qui n'est pas grand-chose, enfin, de mon point de vue, mais qui, pour certaines personnes qui commencent, c'est beaucoup. Mais en fait, quand on se dit toute la valeur que ça apporte d'être dans un réseau d'entrepreneurs, en plus de femmes, parce qu'effectivement, être une femme entrepreneur, ça a aussi enfin, on a aussi des enjeux qui sont peut-être différents. Peut-être qu'un jour, il faudrait en discuter avec toi en off, Nicolas, pour voir si peut-être qu'on rencontre finalement les mêmes, euh, les mêmes difficultés. Mais c'est vrai que le fait d'être entre femmes, ça permet d'être aussi, d'avoir cette espèce de cocon euh, euh, qui nous permet de dire plus de choses, en fait, et de parler des difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui gagneraient à rentrer dans ce genre de réseau parce que
être entrepreneur, c'est pas j'arrête de bosser pour quelqu'un pour faire à mon rythme, pour être indépendant, pour ne plus avoir à répondre à personne, parce que c'est pas le cas en fait, du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis les gens qui disent qu'ils bossent 70 heures, 80 heures par semaine, je me dis, mais en fait, c'est pas normal. Enfin, t'as pas arrêté un job pour te mettre à travailler encore plus. Et ne pas répondre à quelqu'un, c'est pas vrai, parce que tu réponds à toi-même et à tes clients, en fait. Et tes employés quand il y en a. Et tes employés, Donc au voilà. final, Ouais, effectivement, c'est c'est beaucoup ça. de responsabilités. Et je pense que c'est plutôt aussi, il y a aussi la logique de se dire que faut arrêter de vouloir montrer qu'on est le plus fort, qu'on peut y arriver seul, etc. C'est ça. Parce que bien sûr que c'est possible, hein, il n'y a aucun souci avec ça, mais ce serait une perte de temps, tout simplement. Autant accélérer Ouais. les choses, être pragmatique et s'entourer très vite des bonnes personnes. Après, je sais pas si c'est, toi, tu penses, Nicolas, que c'est possible d'aller loin tout seul, mais tout seul. Je pense que ça, c'est, comment dire, le génie existe, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas vu beaucoup d'exemples, parce que même les plus grands entrepreneurs qu'on connaît de notre temps, hein, les Américains, là, les Bill Gates et compagnie, Hein? ont tous été entourés d'une armée de coachs, d'une armée de conseillers, qui, Bah, c'est ça. Ils sont tout seuls, en fait. Tu vois? et du coup, voilà, ils sont jamais seuls. Mm. C'est ça. En fait, ils sont pas seuls. Ils représentent leur boîte, mais parce que oui, c'est personnifié dans leur personne à eux, mais moi, j'imagine pas des personnes à ce stade-là être arrivées là euh, sans personne à côté, quoi. Clairement, je suis d'accord avec toi. Mm. Merci beaucoup, Kwan, pour cet échange. Bah, merci à Créacilla pour cette invitation. Avant de terminer, il y a une Ah, citation que je voudrais te donner qui est intéressante, c'est de dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir 100% d'une boîte qui vaut 0 ou 1% d'une boîte qui vaut 1 milliard? En fait, c'est ça la notion d'être seul ou pas de pas être seul, hein, de savoir s'entourer, de savoir aussi, et pourquoi pas avoir des mhm. associés. C'est que ben, Ouais. parfois il faut Mhm. accepter de faire entrer des gens autour de soi, Mhm. de perdre une partie du pouvoir entre guillemets qu'on a sur l'entreprise, mais pour aller plus loin, tout simplement. Mhm. Exactement. Aller plus loin. Donc je disais merci Kwan, merci beaucoup pour Merci. cet échange. Une dernière petite question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver pour nos auditeurs? Alors, j'ai un site internet www.tqn.fr ou www.tqnaa.fr. Sur Instagram aussi, où j'essaye d'être un peu plus présente, donc euh, @tqnarchitecte. On mettra tout ça dans les descriptions de toute façon. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Bah oui, belle journée, bel été.